Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue sur Fond de Quinte de tout pour un nouveau rendez-vous de la réinformation où nous allons tous ensemble souffler les bougies d'une association célèbre, SOS Racisme, qui fête ce 15 octobre 40 ans d'instrumentalisation des immigrés par le Parti Socialiste, mais aussi 40 ans de subventions publiques dédiées à la promotion du multiculturalisme, un petit peu émaillé de condamnations pour l'achat de montres, de détournement de fonds et d'escroqueries diverses. SOS Racisme étant, selon l'humanité, c'est pas moi qui parle, une pompe à fric dévoyant la cause antiraciste. Voilà, joyeux anniversaire. Argent et politique toujours, nous parlerons ensuite des 60 milliards d'économies prévues par Michel Barnier. Dans son budget 2025, fallait-il vraiment ajouter de nouveaux impôts ? Les économies promises se font-elles au bon endroit ? Pouvait-on faire mieux ? Et surtout, le gouvernement a-t-il vraiment programmé 20 milliards d'impôts et 40 milliards d'économies comme il le prétend ? Ou, si on en croit le Haut Conseil des finances publiques, qui a l'air très sérieux, est-ce que c'est l'inverse ? Nous renouerons ensuite avec le bilan d'SOS Racisme en nous demandant si l'amitié est possible entre l'école française et l'islam. Après les revendications communautaires sur le voile, après les menus halal, après les menaces de mort, et puis les décapitations de professeurs, les agressions quotidiennes, on parle de 100 000 agressions par an et d'infractions à la laïcité, on en vient à se demander si l'islam est bien une religion de paix, d'amour et de tolérance, tout à fait compatible avec l'école. Et sécurité enfin, un sondage Odoxa, paru jeudi dernier, annonce que les Français en ont marre de voir des gens se faire tuer en pleine rue sur fond de trafic de drogue, marre de voir des gens se faire tuer en pleine rue par des déséquilibrés, sic, guillemets, etc. Marre de redouter des agressions lorsqu'ils sortent, des vols, des émeutes, marre de supporter la barbarie des violeurs ou de meurtriers en situation légale ou sous OQTF, et qu'ils aspirent, ces Français, à des mesures un petit peu extrémistes, comme pouvoir se promener tranquille, envoyer les enfants à l'école sans avoir peur pour eux, et tout un tas d'aspirations réactionnaires d'une France rancie et fantasmée, pour reprendre le vieux propos de Bernard-Henri Lévy. Alors, pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir avec Françoise les potes de la réinformation, qui ont tous leur petit badge avec la main jaune. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Ménard, directeur de Politique Magazine. Bonsoir. Patrick Goffman, journaliste écrivain. Bonsoir. Xavier Van Lierde, journaliste. Charles-Henri Deloy, qui se connecte, écrivain. Et Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Bonsoir. Chers auditeurs, vous savez que votre avis compte également. Vous pouvez nous donner vos idées, vos questions, vos remarques en écrivant à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr ou radiocourtoisie.fr pour ceux qui préfèrent l'adresse traditionnelle. Et vous pouvez également téléphoner à Solange qui prendra vos messages au 01 46 51 00 85. 01 46 51 00 85. Alors on commence tout de suite, si vous voulez bien, avec l'anniversaire et le bilan de SOS Racisme. Que sont devenus les idéaux de la marche des beurs ? On va en parler. Souvenons-nous. Souvenons-nous. Il y a 40 ans, donc à la suite de la marche des beurs, qui était partie de Marseille et qui avait rejoint Paris, naissait SOS Racisme avec sa petite main jaune et son slogan « Touche pas à mon pote », dont le but affiché était et reste, d'après ce qu'ils disent, de lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les discriminations et de participer à la construction, je cite encore, d'une république métissée. Alors, la question, c'est un peu simple, est-ce que, à votre avis, le but est atteint ? À quoi a servi SOS Racisme ? À quoi ça sert encore ? Est-ce que quelqu'un a un avis à nous donner sur SOS ? Jean-Yves Le Gallou. Alors, je crois que SOS Racisme... Vous étiez à la marche des beurs, vous ? Absolument, bon, oui, tout à fait. Mais la marche des beurs, c'est l'année d'avant. 83. 83, oui. Et c'est une marche qui est effectivement lancée par des Arabes de banlieue qui, à l'époque, on appelait beurre, on appelait même beurette, et on pensait que les beurettes s'assimileraient facilement. C'est les années 80. Alors, je vous interromps pour vous dire que ce groupe était mené par un monsieur qui s'appelle encore Toumi Djaïdja. Toumi Djaïdja, qui est un des tout premiers présidents donc, de cette organisation et qui n'a pas pu être le président officiel d'SOS Racisme parce que malheureusement, il a été accusé de braquage en 1982
Il avait nié, mais il a quand même été condamné. Donc après, on imagine que peut-être que la justice, dans son racisme proverbial, a nuit à sa carrière politique. Alors, objectivement, l'opération de SOS Racisme, c'est une double opération de contrôle et de manipulation. De contrôle et de manipulation de la minorité immigrée, assez largement d'origine arabe, dans un double but de contrôle par le Parti socialiste d'un côté et l'Union des étudiants juifs de l'autre, les deux créateurs de SOS Racisme, en liaison avec Bernard-Henri Lévy, étant deux personnalités importantes de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, à savoir Éric Guébali et Julien Drey. Et ça a fonctionné partiellement pendant un certain temps, et c'est évidemment aujourd'hui un échec complet, puisque ces populations qu'ils voulaient encadrer et récupérer à leur service ont complètement échappé à leur contrôle, échappé au contrôle du Parti socialiste, puisque maintenant le vote des banlieues, c'est un vote pour LFI, c'est pas du tout un vote pour le Parti socialiste, c'est pas du tout un vote pour M. Glucksmann, et échappé aussi au contrôle de l'UEJF, puisque aujourd'hui, ce qu'on promeut dans les banlieues de l'immigration, ce sont les drapeaux palestiniens. Et donc, il y a eu un échec complet, objectivement. L'opération de contrôle de ces populations a échoué. On peut s'en réjouir ou peut-être le regretter, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un échec. Un autre point de vue, Charles-Henri Deloy. Et ensuite, on parlera des subventions. En tout cas, ça n'a pas été un échec d'un point de vue stratégique pour Mitterrand, parce que Mitterrand avait vu loin en favorisant la montée du Front National pour diviser la droite, et de l'autre côté en créant, en tout cas en permettant de créer SOS Racisme, ce qui faisait contrepoids. Et financièrement, SOS Racisme a été une énorme pompe à fric pour subventionner beaucoup d'associations dans les banlieues sous couvert d'aide à l'insertion, etc., etc. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que c'était quand même un moyen de pression qui a fonctionné, puisque c'est avec ça que par la suite, les nouvelles lois sur la discrimination ont été votées, qu'il y a eu aussi l'invention de la HALD, etc., etc. Donc, d'un point de vue stratégique, on peut dire que ça a quand même fonctionné. On parlait de subventions. Patrick Goffman, je crois que vous avez listé quelques-unes des... J'ai fait une petite recherche, oui, quand vous m'avez demandé, on peut l'avouer à nos auditeurs, ce petit secret de fabrication, de m'intéresser aux trotskistes. Oui, Julien Drey étant le... De SOS Racisme. Alors, quel racisme, ça, je n'en sais rien, je ne le saurai jamais. Mais j'ai recherché et découvert le pédigré des principaux fondateurs de SOS Racisme, à commencer par Harlem Désir, qui venait de l'UNEF-ID, c'est-à-dire la fraction lambertiste de l'UNEF à l'époque. Ensuite, on a Julien Drey, qui venait de la LCR, et Bernard-Henri Lévy. Toujours à l'heure, Julien Drey. Pardon ? Toujours à l'heure. Toujours, bien sûr. Et enfin, Bernard-Henri Lévy, trotskiste tendance CAC 40. Ah, Bernard-Henri Lévy était trotskiste. CAC 40. Ah oui, d'accord. Tendance CAC 40. Voilà. Ces gens-là sont partout. Voilà. Et alors, il y avait des subventions aussi, parce qu'ils ont eu quelques scandales assez solides. Ils ont été escroqués. Non, ils n'ont pas été escroqués. Ils ont été condamnés pour des escroqueries. Alors, en 2015, je crois. Et c'est leur président, le dernier président, pas le dernier, un des présidents de SOS Racisme, qui s'appelle Jacques Ebossé Modiou Ndiambé. J'espère que je prononce bien. Dominique Soporifique, c'est quand même plus C'est simple. le nouveau, oui. Mais monsieur Ebossé Modiou Ndiambé... Il y a eu Fodessila aussi. Fodessila, oui. Alors je ne qualifierai pas... je ne répéterai pas de quoi l'avait qualifié Jean-Marie Le Pen, parce qu'on pourrait être condamné, mais c'était assez imagé. Oui. Et donc, M. Ebossé Modiou Ndiambé, en 2005, a été condamné pour sa gestion, sanctionné pour sa gestion, c'est-à-dire on lui a mis un petit coup de règle sur les doigts, et en 2015, condamné quand même à 6 mois ferme, cette fois-ci, pour escroquerie aux subventions accordées à SOS Racisme, ce qui est quand même assez solide. Parce que c'est une pompe, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, l'humanité, c'est une pompe Afrique, oui. et à peu près rien d'autre. Alors, on l'a su très vite, puisque un des
fondateur frustré peut-être dans ses ambitions bureaucratiques, M. Serge Malik, a publié une histoire secrète de SOS Racisme dès 1990, rééditée en 2014, où il explique que les fonds secrets du cabinet de l'Élysée ont permis cette fondation, les premiers frais, location de locaux, etc., et non pas les belles histoires qu'on a contées aux rares adhérents du début. Du début. Alors, ce Malik, qui a été réédité, je ne sais pas si je l'ai dit, en 2014, mentionne les fonds secrets du cabinet de l'Élysée et il les chiffre. En 2009, 904 596, donc pratiquement 1 million d'euros de francs. De subventions en 2009. Ah oui, donc d'euros. Ah, 2009, J'ai fait un bond dans le temps pour ne pas vous excéder par ce conte de fées. Alors, ce compte COMPTE. Voilà. Dis-moi qui te subventionne. Donc, quand j'ai vu ce chiffre de près d'1 million, j'ai poursuivi mon étude pour voir qui plus précisément subventionnait SOS Racisme. Alors d'abord avec vos impôts, les amis, auditeurs et présents autour de cette table. 348 000 € pour le facile que vous ne connaissez certainement pas plus que moi. Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la lutte contre... les discriminations. Du moins, évidemment, le galop, c'est Quand tout. on ne sait pas, on dit les discriminations. Je parle politiquement correct. Couramment. Voilà. C'est très bien. 80 000 €, toujours pour la seule année 2009, pour le ministère de l'Éducation nationale, 46 000 pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, 40 000 pour deviner qui encore, la mairie de Paris, bien entendu, qui est la grande subventionneuse en chef. Vous savez qu'elle subventionne des ruches au gratte-moella, c'est normal. des cours de karaté au Mali, enfin... Donc pourquoi pas SOS Racisme. 35 000 pour le Conseil régional d'Île-de-France, 30 000 pour le Conseil de développement de la vie, Yves Le Galouf sèche, associative. Presque. Et alors il y a aussi des dons privés. Par exemple, Pierre Berger, que personne n'a oublié, a donné 100 000 € cette année-là. Ah, bien. Et je n'ai malheureusement pas le montant de la contribution de la fondation Ford. Mais tout de même, j'hallucine. Donc les voitures Ford ou la fondation Ford, ben non, il a une fondation parallèlement à son activité en France automobile. Ben oui, notamment... les Américains interviennent dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, alors moi je pense à Jean-Jacques Goldman, là, parce que la radio, au moins ma radio m'en a parlé beaucoup ces derniers temps, puisque c'est son anniversaire aussi. Ah, je savais pas. Et il a contribué au démarrage de SOS Racisme. Et quelques années plus tard, au moment du congrès de Strasbourg du Front, il a eu le mauvais goût de déclarer que la France était le pays le moins raciste du monde. Et apparemment, il avait quand même des regrets d'avoir financé cette association. Cette association, oui. En plus, il avait un frère assez particulier, Jean-Jacques Goldman. Voilà. Xavier Van Lier, un mot sur SOS Racisme ? Oui, ce que je trouve assez amusant, grotesque, ou je ne sais pas comment le définir, c'est une sorte de nostalgie qui naît, et non pas pour SOS Racisme lui-même, mais pour les années SOS Racistes. Et c'est une nostalgie qui s'empare non seulement des milieux de la gauche socialiste qui avaient créé SOS Racisme, mais même parfois dans certains de nos milieux, et jusqu'à certains intellectuels dits conservateurs. Ah bon ? ou néo-réactionnaires. Mais parce que parmi ces intellectuels, il y en a qui ont participé à cette aventure aussi. Donc par exemple, Alain Finkielkraut parlait à l'époque dans les manifestations de SOS Racisme. Et donc il y a tout un tas de gens dits conservateurs, mais un peu républicains durs, nostalgiques de l'assimilation, parce qu'en fait, cette nostalgie de SOS Racisme, c'est une nostalgie de l'époque où l'on pensait que l'immigration allait rimer avec assimilation et que l'osmose allait pouvoir se faire. Oui. Et donc, on se retrouve avec voilà, une nostalgie pour une illusion, en réalité. Oui, c'est-à-dire une nostalgie aussi où on pensait encore qu'un immigré, c'était juste
un Français d'une couleur différente et que si on lui donnait la démocratie, les droits de l'homme et des aides sociales, il allait devenir comme vous exactement. et moi, avec un Z. Mais en fait, cette nostalgie pour l'antiracisme vise en fait à faire croire que l'antiracisme est quelque chose de distinct du wokisme. Donc à l'époque, l'antiracisme, c'était sympa, c'était juste comme vous le disiez, c'est-à-dire ne pas mettre l'accent sur les races, et qu'aujourd'hui, on serait face au wokisme qui serait justement l'irruption du fait racial dans la société. Sauf que, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est peut-être même probablement l'inverse, parce que finalement, l'antiracisme de ces années-là, je veux, moi qui ai vécu ces années-là, je veux le dire haut et fort à ceux qui ne les ont pas vécues, qui auraient pu se laisser prendre à ce piège, c'était déjà une entreprise de culpabilisation du français. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'osmose de tous ces gens ne pouvait pas se faire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un salaud de Français qui était, lui, attaché à son identité et qui refusait le sang neuf de l'immigration. Or, bon, ce qu'on a vu, c'est que, bien évidemment, ça ne s'est pas produit comme ça. Et donc, en réalité, le point clé du wokisme, qui est de mettre sans cesse en accusation les peuples autochtones d'Europe, était déjà présent dans le logiciel antiraciste. Et donc, c'est une machine de guerre absolument épouvantable qui a consisté à désarmer les peuples français et européens, parce qu'on a retrouvé évidemment des équivalents dans tous les pays d'Europe, et qui consistait à leur vendre ce marché de dupes qui était: l'osmose va pouvoir se faire si vous renoncez à votre identité. Et ce que nous avons fait, c'est que notre part du marché était accomplie. Les Français, les Européens ont pour une large part renoncé à leur identité pour permettre cette osmose, mais les autres n'ont pas renoncé à leur identité et désormais tendent à nous l'imposer. Donc voilà, je pense que la nostalgie pour ces années-là est une sorte de piège qui prolonge une illusion et un jeu de dupes idéologique. Voilà. Alors j'ajouterais deux petits points. Un point historique qui est quand même important dans ce que vous venez de dire, Xavier Van Lierde, sur le processus de culpabilisation des Blancs par des structures comme SOS Racisme. SOS Racisme a aussi été condamné pour avoir extorqué des faux témoignages dans des banlieues à la suite d'un drame où un Blanc avait tiré sur un Arabe. Et ensuite, donc, le vice-président des SOS Racisme est allé extorquer des témoignages à des immigrés eux-mêmes, qui, au tribunal, se sont rétractés en disant qu'en fait, les témoignages leur avaient été imposés et pré-rédigés par le vice-président des SOS Racisme, qui voulait à tout prix imposer un scénario de raciste, c'est-à-dire le bourreau blanc, la victime maghrébine, et en réalité, il s'agit simplement d'un type dont on a brûlé la bagnole, et il a tiré parce qu'on attaquait sa voiture, et il se trouve que celui qui était en train de lui cramer sa voiture était un Maghrébin. C'est pas de chance. Et même, non, c'est rare en plus, ça n'arrive pas tous les jours, c'est pas comme ça que ça se passe habituellement. Mais même là, ce sont quand même 4 Maghrébins qui ont été appelés à témoigner, et qui ensuite ont quand même dit c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Donc là, on voit bien le rôle néfaste de SOS Racisme, qui instrumentalisait même des immigrés pour les faire mentir, en gros pour correspondre à des schémas idéologiques, et accessoirement pour continuer à toucher des subventions, parce que ce genre d'association ne vit que parce qu'elle réussit à légitimer son existence. Et pour revenir également sur ce que disait Xavier Van Lierde, sur le problème du communautarisme et du prétendu métissage, dans ces milieux-là, il y avait des combats entre le métissage et le communautarisme. Il faut quand même savoir que Serge Malik, dont parlait Patrick Goffman il y a quelques instants, a écrit dans son livre que SOS Racisme avait été instrumentalisé par un groupuscule de juifs au détriment des maghrébins, et que les beurs avaient été instrumentalisés par des juifs. Alors c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et en fait, on voit déjà naître tout doucement il est à moitié juif lui-même. Alors... Ah bah écoutez, voilà. En tout cas, on voit déjà naître ce communautarisme qu'aujourd'hui on prend en pleine face, avec notamment le conflit israélo-palestinien, où on voit chez nous des communautés qui s'affrontent toujours sur cette même base, finalement, de l'arabe musulman et du juif. 2 choses, c'est très intéressant de voir aujourd'hui Julien Drey sur CNews avoir une opposition extrêmement critique sur l'immigration, qui se trouve être assez peu favorable. Il faut s'acheter des montres, mon cher monsieur. Qui se trouve plutôt favorable au Hezbollah qu'à l'État d'Israël. Et il se rend compte, a posteriori, que l'opération de contrôle qu'ils avaient envisagée, mais en même temps que de contrôle, d'encouragement de l'immigration, est un échec absolument complet. Alors, pour être tout à fait complet par rapport au débat actuel, je vois encore des conservateurs
qui développent l'idée d'assimilation. Je voyais une intervention d'ailleurs plutôt intéressante de Trémollet de Villers, du Figaro et d'Europe 1, qui disait le problème est venu du fait qu'on est passé de l'assimilation devenez comme nous à l'insertion restez comme vous êtes. Sauf que devenez comme nous, c'est possible pour des petites minorités, c'est pas possible pour des masses considérables. Et aujourd'hui, quand on remet en avant la thématique de l'assimilation, on est hors sujet parce que ça ne peut fonctionner que pour une toute petite frange et absolument pas pour ces masses innombrables. Bien sûr. C'est tellement évident qu'on peut soupçonner les tenants de cette idéologie de mauvaise foi. Ou de grande d'angélisme ou d'angélisme. Non, mais surtout parce que c'est très difficile. Vous le savez, c'est la formule de Peggy que je cite souvent et qui est souvent reprise. Il est difficile de dire ce que l'on voit et il est encore plus difficile de voir ce que l'on voit. Parce que si l'on voit qu'ils ne sont pas assimilables, on fait quoi? Ou on les remigre, ou on accepte la communautarisation, la transformation de la France en peau de léopard. Donc il n'y a pas d'autre solution. Il faut raconter des belles histoires. Et donc, si on dit à l'assimilation, ma foi, on peut encore et puis on peut récupérer, je suis désolé, mais on peut aussi récupérer du vote au passage, parce qu'encore une fois, il s'agit quand même d'une entreprise du Parti Socialiste à l'époque qui était destinée à créer... en personne. Oui, et de créer un nouvel électorat pour remplacer celui déjà du monde ouvrier. Et il y avait une vraie logique, peut-être encore une fois d'une grande naïveté, c'est l'universalisme pris à son piège. C'est-à-dire qu'ils ont cru vraiment que de faire venir des masses complètement étrangères à notre civilisation pouvait se régler en un claquement de doigts, simplement parce qu'on allait leur dire droits de l'homme et allocation sociale. Mais c'est de la folie furieuse, quoi. Xavier Van Lierde, et ensuite on donne la parole aux auditeurs, qui sont nombreux. Alors, je suis tout à fait d'accord que certains des créateurs de SOS Racisme, en tout cas de ceux qui ont cru à son discours, étaient des tenants de l'assimilation, mais c'est quand même un discours un peu rétrospectif. C'est-à-dire 30 ans plus tard, on se dit « Ah, c'est dommage, à l'époque, on était pour l'assimilation républicaine et ça aurait pu fonctionner ». Ce qui, comme l'a dit Jean-Yves Le Gallou, est parfaitement faux, ça n'aurait pas pu fonctionner pour des questions arithmétiques. Mais par ailleurs, il faut retourner au texte de cette époque. Et ce que nous disent les textes emblématiques de cette époque, c'est que SOS Racisme n'était pas seulement qu'une organisation destinée à organiser l'assimilation, mais c'était une machine de guerre contre la France. Je voudrais que vous vous rappelez cette citation célèbre qui figurait dans un éditorial du magazine Globe, qui résume l'idéologie. C'était un magazine créé à l'époque et qui était comme le porte-parole de cette génération des potes. Et donc la citation en question, qui était à la fois celle de Georges-Marc Benamou, effectivement, mais aussi du célébrissime Bernard-Henri Lévy, en éditorial du numéro 1 de ce magazine, c'était cette citation-ci. Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui est terroir, Perret, Bourré, Bignou, bref, franchouillard ou cocardier, nous êtes étrangers, voire odieux. C'est une déclaration de guerre à la France, et vous l'avez vu, non seulement dans sa dimension enracinée et charnelle, mais aussi avec le mot cocardier, contre même un nationalisme ou un patriotisme républicain. Ces gens-là prétendaient qu'ils luttaient contre le racisme. En réalité, ils utilisaient ça pour laisser libre cours à leur détestation de la France et de tout enracinement et de tout attachement national. Un mot, les auditeurs Les auditeurs. Attends, on va donner la parole à Jean-Henri. J'ajoutais de l'eau au moulin de Xavier en disant qu'à l'époque, on parlait déjà de multiculturalisme. Et moi, ça m'avait choqué à l'époque parce que je voyais le coup venir en disant, bon, c'est plus de l'assimilation. Une assimilation, c'est quelqu'un qui abandonne sa culture pour adopter la culture de l'accueillant. Alors effectivement, c'est possible à dose homéopathique, mais individuellement. Une communauté entière, ce n'est pas possible. Alors il y avait peut-être un côté angélique de certaines gauches, mais à mon avis, le verre était dans le fruit. Et comme le dit Xavier, il y avait déjà des penseurs qui disaient, en gros, tout ce qui est franchouillard n'est pas de notre monde. Ça s'appelait Globe, d'ailleurs. Le nom du magazine s'appelait Globe. On voit déjà, c'était annoncé, le globalisme, le côté mondialiste. Et il disait, nous sommes pour le multiculturalisme. Donc le communautarisme. J'ajoute d'ailleurs qu'il ne parlait pas tant d'assimilation
que d'intégration, ce qui est quand même différent. C'est-à-dire c'est le modèle à l'anglaise je déboule avec mon boubou ou ma burqa chez toi et je fais ce que je veux. C'est ce que regrette Vincent Trémollet de Villers en disant on est passé de l'assimilation à l'intégration. Ouais, enfin là, on est parti. Là, je ne sais pas à quoi on est arrivé, mais pauvres amis. Juste pour finir, ça a été parachevé par une loi qui est passée en disant que pour déclarer un enfant à l'état civil, on n'était plus obligé de respecter les noms du calendrier. Et c'est comme ça qu'on a eu des noms venus derrière, Ibrahim, Mohamed, etc. Oussama, qui a été un des noms les plus donnés dans les années 2000, après le 11 septembre. C'est marrant, hein, en France, en Seine-Saint-Denis. Allez. Marrant. Je sais pas Enfin, si c'est un constat, en tout cas. Alors, c'est étonnant. Allez, quelques messages d'auditeurs qui vont s'impatienter. Allez, allons-y. Un auditeur de Radio Courtoisie. Bonsoir, il faut se souvenir que l'homme qui avait tiré parce qu'on lui avait brûlé sa voiture était un Portugais qui se levait tôt pour partir au travail. Encore un immigré. Un autre auditeur. Julien Drey semble avoir évolué politiquement car il donne la réplique d'une façon courtoise sur la chaîne CW. CNews, tout à fait, à des personnalités placées à droite. SOS oui, on a eu Racisme. l'ancien directeur de l'IB qui a fait ça aussi. SOS Racisme n'est-il pas un outil de pouvoir des années 80 pour faire accepter en France le flux des migrants ? Bah si. Un auditeur de Radio Courtoisie, un grand merci à toute l'équipe de Radio Courtoisie pour la qualité des programmes qui sont toujours instructifs et passionnants. Question à M. Bouclet. Le judaïsme est-il une religion d'amour et de tolérance ? Je ne pense pas qu'ils le prétendent. De toute façon, le judaïsme est une religion déjà qui promeut la loi du talion. Donc, par définition, ils sont moyennement dans la tolérance et l'amour. La seule vraie religion d'amour et de tolérance qu'ils revendiquent, c'est le christianisme. Et parce que c'est écrit dans ses textes sacrés et dans ses commandements. Voilà. Une auditrice, votre émission est toujours passionnante, mais aussi désespérante, car la fidèle auditrice depuis Jean Ferré constate qu'il s'agit d'un scénario qui s'accomplit, quoi que nous fassions et que nous disions, comme si une main invisible avait écrit un scénario qui nous échappe complètement. Un auditeur de Radio Courtoisie, ce sont les Français qui devront s'assimiler, il n'y a pas d'autre solution. Ah bah ça a commencé. Allez, un dernier pour la route. Dans la série, je vous rassure. Oui, moi j'avais deux hypothèses qui étaient quand même plus optimistes. La remigration qui est quand même qui serait optimale, ou la partition. Ou la partition. Ah oui. Voilà. Ça, la partition, j'y crois plus. La remigration, c'est mais je pense que c'est impossible. Si vous allez dans des villes comme Roubaix, Tourcoing ou Mantes-la-Jolie, la population est largement majoritairement d'origine immigrée, mais en plus, ils n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils sont... bien sûr que Pas tous. Ils en tout cas, ils sont français. On ne pourra jamais les faire Je partir. ne suis pas d'accord. Allez-y. Alors, je vis dans une ville où il y a énormément d'immigrés. Le mythe de les pauvres, ils n'ont jamais été dans leur pays, c'est Ah, absolument mais moi, je dis faux. pas que c'est des pauvres, je m'en fiche. Ils Je épousent vous dis leurs que c'est le cousines cas. et leurs sœurs, dans des mariages spécifiquement faits, ils retournent au bled tous les étés. Ils connaissent parfaitement leur pays. Il y a une sorte de mais ils repartiront envoient pas. de l'argent à leur famille les visitent, ils épousent, comme j'ai dit, leurs cousines, dans des mariages endogame, comme ça se fait comme dans leur modèle matrimonial. Non, vraiment, il faut arrêter de croire que ces pays leur sont inconnus et que donc on leur imposera un traumatisme absolument. Ah, mais je m'en fous de leur traumatisme, enfin. Ce n'est pas vrai. Souvent, ils se font enterrer là-bas, ils y passent la plupart de leurs vacances. Ils y retournent Regardez, généralement, mais une fois mort. Une fois mort. Et d'ailleurs, la Xavier, retraite continue à être versée. extrêmement étroit avec leur région, leur famille au sens le plus large du terme. Donc, ce ne c'est absolument pas un traumatisme. Ils retourneraient là où ils retournent déjà passer leurs vacances tous les étés. Donc, vraiment, non. Et Xavier a tellement bon raison courage. que quand il y a des matchs de football, ils sortent bien leur drapeau, qui marocain, qui algérien, qui tunisien. Mais ce que je veux vous dire, plus français. c'est qu'ils occupent des territoires gigantesques chez nous et qu'ils ne les lâcheront pas. Oui, Voilà, ça, je suis alors, désolé ce de le sera dire. pas facile. C'est- Toutefois, non, en fait, je réagis un peu vivement parce que je veux aussi répondre à cette dame qui est désespérée. Et ne Nous me sommes soupçonnez pas d'avoir de l'indulgence pour ces gens. Je suis poli. tous- Comment ça, quelle indulgence? Non, mais vous me dites que j'ai peur qu'ils aient un traumatisme. Je m'en fiche de leur traumatisme.
Ah oui, bah ça, non, mais c'est un discours qui est souvent utilisé, c'est de dire les pauvres, on peut pas les renvoyer chez eux, ils ne connaissent même pas ce pays. C'est pas vrai, ils ont un attachement extrêmement fort et ils connaissent ces pays et beaucoup plus qu'on le croit. Alors, je voudrais répondre à cette dame pour lui redonner de l'espoir. Elle nous disait oui, le scénario se déroule, etc. Alors moi, je pense que vraiment que l'histoire obéit à des cycles, que là, nous sortons d'un cycle qui était absolument déplorable. C'est-à-dire que nous avons eu un cycle progressiste un peu béat qui consistait à nier le réel et le discours antiraciste et autres y participaient, et certaines personnes de bonne foi ont pu croire qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir et que tout allait bien se passer. Désormais, on voit très bien que ça ne se passe pas bien. La prise de conscience est massive. Je lisais ce matin dans le Figaro ou ce week-end un sondage qui nous apprenait que plus de 80% de la population française désormais pense que l'avenir est sombre et qu'ils préféraient la France telle qu'elle était auparavant. Ça semble être juste une phrase comme celle qu'on peut sortir au bistrot ou dans une conversation familiale ou qu'on peut ressentir au plus profond de soi-même. Ah oui, c'était mieux avant. En réalité, dire c'était mieux avant, la France, je voudrais retrouver mon pays tel qu'il était avant, c'est une déclaration qui aujourd'hui est une déclaration révolutionnaire et qui vient clore, en quelque sorte, toute la mentalité, tout le schéma mental et idéologique de ce cycle progressiste. La quasi-totalité de la population est sortie du cycle progressiste, elle ne croit plus aux fadaises du progressisme et aspire à autre chose. Je ne pense pas qu'un régime qui tient sur cette idéologie, c'est-à-dire que nous vivons sous un régime idéologique, donc on pourrait appeler progressiste diversitaire, puisse tenir le coup encore longtemps alors que 80% de la population ne croit plus à ce qui constitue le cœur de son idéologie. Je pense qu'on est réellement dans la situation qui est celle des Russes à la fin de l'Empire soviétique qui ne croyaient plus au marxisme-léninisme et donc l'Empire s'est effondré sur lui-même parce que chacun savait que les mots d'ordre du système n'étaient que des mensonges et qu'un empire qui est fondé sur le mensonge finit nécessairement par s'effondrer. Alors évidemment, ça peut prendre un certain temps, mais je pense qu'on est dans la phase finissante. Ça ne veut pas dire que ça se passera forcément bien, mais en tout cas, l'histoire ne va pas continuer à se dérouler en poursuivant les lignes telles qu'elles existent. On arrive à la fin d'un cycle, on arrive même à la fin d'un cycle, vous voyez, financier, c'est-à-dire que cette illusion et ce mensonge a été entretenu à coup de dette, à coup d'endettement, parce qu'il ne fonctionne pas. Tout ça, c'est du bidon, comme les chiffres industriels de l'URSS étaient bidons. Et donc, voilà, on arrive à ça là, ça va s'effondrer, ça va secouer. Raison de plus pour s'engager, pour militer, pour se faire des amis et des camarades, pour tenir ce choc-là et peser sur les événements et participer à une renaissance. Mais vraiment, croire que toutes les lignes vont se prolonger, c'est faux. Et Dieu merci, c'est faux, parce que ces lignes sont des lignes mortifères. Bon, eh bien écoutez, merci Père Van Lierde, j'espère que vous avez raison. Mais voilà, j'espère sincèrement que vous avez raison. Je pense simplement que ça va au moins passer par une transition extrêmement difficile et qu'on est plus vers quelque chose on va plus ressembler à l'Espagne à la limite après la Reconquista si on y arrive que à la France des années 70 que j'ai connue. Mais je signe tout de suite pour la Reconquista. Moi aussi, évidemment. Ouais. Mais voilà. Qu'on passe par le Liban entre-temps. Exactement. Alors, il y a un message encore pour un Monsieur message. Van Lierde. Ah bon, Lierde. Oui, Lierde. Quel élément probant avez-vous pour prétendre que l'assimilation était souhaitée au début des années 80 par la gauche ? Le multiculturalisme, le communautarisme n'était-il pas déjà planifié ? La volonté de disloquer les sociétés occidentales par l'intérieur n'était-elle pas déjà mise au point par l'extrême gauche ? La marée humaine d'immigrés venus d'Afrique n'était-elle pas déjà prévue pour diluer l'identité des peuples occidentaux ? Apportez-nous la preuve. Je crois que nous nous sommes mal compris avec cette dame, parce que c'est précisément ce que je voulais démontrer, que l'assimilation était une illusion et un piège idéologique, je crois même avoir utilisé le mot, et en citant la citation de Bernard-Henri Lévy en édito du Globe, c'est ce que je voulais souligner, c'était une machine de guerre contre l'identité française et l'attachement à la nation et aux patries. Bon, eh bien sur cette explication, on va écouter un petit message et ensuite nous revenons pour parler des 60 milliards d'économies de Michel Barnier, de l'islamisation de l'école et de l'insécurité galopante. A tout de suite. En 2024, Radio Courtoisie fête ses 37 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'action de grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 9 novembre en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer aux pots, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85.
Chers auditeurs, j'espère que vous serez nombreux à cette messe d'Action de grâce, voilà, qui nous permettra de fêter l'anniversaire de Radio Courtoisie. N'hésitez pas donc à vous inscrire si vous souhaitez venir au pot qui va suivre la messe. Si vous voulez venir à la messe, venez librement. Si vous voulez ensuite participer au pot, c'est indispensable de vous inscrire parce que il faut que nous prévoyions à boire et à manger en quantité suffisante. Et surtout, il y a un nombre de places limité parce que on ne peut pas repousser les murs. On a une annonce également de Patrick Goffman. Un autre pot. Un autre pot. Oui. Bon. Tant que c'est pas le même jour, ça va. On dessoule très rarement ici. Donc je donne un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, les baratins. Non, je donne un rencard vendredi 18 octobre à 20h pour la grande soirée des amis de Livre Arbitre, l'excellente revue littéraire que tout le monde ici de Xavier apprécie. Aimant, et Patrick Wagner. Alors, il y aura Frédéric Andreu, Rodolphe Cart, Charles-Henri Deloy, moi-même, Goffman, Anne Le Pape, Christian de Motion, Marc Obregon. Ça se passera au Café Régalia, 1 rue de la Convention, Paris 15e. Je vous renvoie au site de Livre Arbitre, c'est www.livrearbitre.com. Et je signale que le menhir, que tout le monde connaît, et Bernard Lugan recommande chaudement la lecture de Livre Arbitre et implicitement la présence de tous nos auditeurs vendredi 18 octobre au Café Régalia. Bon, alors il nous reste une petite annonce, profitons-en, c'est le moment. Alors d'abord, Livre Arbitre, c'est très bien, et le Café Régalia, c'est un endroit sympathique aussi. Bon. Ceci étant dit, disons pas trop fort. Si on est dans les annonces, Polémia organisera samedi 16 novembre, donc c'est plus loin, c'est dans un mois, son 10e forum de la dissidence sur les dépenses nuisibles. C'est-à-dire que nous sommes partisans, non pas du coup de rabot, sur toutes les dépenses et généralement de manière indiscriminée, mais de la commission de la hache sur les dépenses qui nuisent, non seulement qui coûtent cher, mais qui nuisent au développement de notre pays. Il y en a beaucoup. Il y a les subventions aux associations, les subventions aux médias, il y a les dépenses de transition énergétique, il y a les dépenses d'immigration. Il y a énormément de dépenses nuisibles et nous allons proposer 150 milliards d'économies qui ne sont peut-être pas réalisables en une journée, mais qui amélioreraient non seulement la situation des finances publiques, mais aussi la situation générale du pays. Il ne faut pas dire, comme la gauche dit on ne peut pas toucher aux dépenses parce que les dépenses, c'est le service public, on a besoin pour le service public. Non, il faut taper dans les dépenses nuisibles. Alors, comment on fait pour s'inscrire ? Comment on fait pour s'inscrire ? On va sur le site Polémia et il y a une billetterie en ligne. Voilà, c'est tout simple, c'est rapide. Voilà, 16 novembre. Entendu. C'est noté. On va en profiter, puisque nous en sommes dans les petites annonces et les interactions. On va lire aussi quelques messages de nos auditeurs les plus militants, ceux qui nous soutiennent et qui font que si vous appréciez ce programme, c'est grâce à eux que vous pouvez l'écouter. N'hésitez pas à en faire autant. On a par exemple une auditrice de Rocheville, dans la Manche, qui envoie 50 € et qui dit « Cela fait longtemps que je veux joindre un petit cadeau à mon chèque de remerciement. C'est en admirant la vaillance dont fait preuve toute l'équipe de Ligne Droite, si talentueuse et enjouée malgré la pesanteur de ce monde, que je me permets de leur offrir des friandises qui, j'espère, agrémenteront leur café du matin. Mon immense gratitude va à tous les intervenants et journalistes de cette belle radio qui saura traverser toutes les tempêtes. » Alors là, chère madame, un grand merci, c'est extrêmement sympathique. J'espère qu'ils en ont bien profité. Les tempêtes qui soufflent sur la Manche, précisément en ce moment. Absolument. Pour laquelle on a une pensée chaude. Oui, tout à fait. D'autant que c'est chez moi. Une auditrice de Paris. Nous sommes tous manchots. Oh. Une auditrice de Paris qui envoie 70 €. Toute ma gratitude à l'équipe de Radio Courtoisie. Je vous souhaite une longue vie et beaucoup de donateurs. Merci madame, merci à vous qui joignez le geste à la parole. Une auditrice de Cormeilles-le-Royal, dans le Calvados, envoie 150 €. Voici ma contribution annuelle afin que Radio Courtoisie continue à émettre et à se développer. Il serait dramatique de ne plus entendre une radio de cette qualité, la seule que j'écoute. Radio Courtoisie qui diffuse tant d'émissions intéressantes et de haut niveau, tant sur le plan historique que sur le plan littéraire. C'est ma seule compagne de chaque jour. J'ai du mal à couper le contact. Certaines émissions sont si captivantes. Chère madame, un grand merci.
Et j'espère que vous aurez encore beaucoup d'émissions pour vous intéresser. Alors j'en profite, je ne sais pas si je l'avais dit, j'ai rencontré récemment Henri d'Anselme, le Celui héros qui fait le tour de France des cathédrales. et qui a empêché un attentat à Annecy. Eh bien, je ne le savais même pas, mais il m'a dit qu'il avait fait ses premiers pas de journaliste, parce que maintenant il est journaliste, à Radio Courtoisie, et qu'il considérait que Radio Courtoisie était la meilleure des radios, je le cite, avec les guillemets et tout. Donc j'étais très content, je trouve ça très sympa de sa part, et il m'a autorisé à le hurler au micro. Voilà. Ce que je fais. Un auditeur d'Aulnay-sous-Bois qui envoie 10 €. Je vous adresse une contribution en complément de mes prélèvements. J'ai le plaisir de vous écouter tous les jours. Merci à tous les membres. Merci à vous surtout. Merci vraiment à vous. Merci également à cette auditrice de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne qui envoie 30 € et qui dit « Voici mon modeste don pour cette année qui, j'espère, vous permettra de réaliser vos perspectives que vive notre radio. » Alors là, chère madame, je le répète vraiment, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de dons modestes, il y a des dons et il y a les radins. Voilà, donc je suis désolé, mais voilà, 30 € c'est formidable, mais 5 € ou 10 € c'est bien aussi. Un couple d'auditeurs d'Aradon dans le Morbihan qui envoie 150 €. Je vous envoie ma participation pour soutenir notre radio et Ligne Droite dont nous apprécions la qualité et la pertinence. Eh bien, chère madame et cher monsieur, merci beaucoup et je transmets le message à l'équipe du matin. Merci à tous. Nous reprenons la suite de notre programme. Donc, on va parler des milliards de Michel Barnier. Donc, le 10 octobre, le Premier ministre a présenté un projet de loi de finances en Conseil des ministres et son plan de redressement de 60 milliards d'euros s'appuie, je cite, sur un effort collectif, c'est-à-dire nous, et se répartit entre 40 milliards de réduction, ou se répartirait plutôt, entre 40 milliards de réduction des dépenses et 20 milliards tirés de nouveaux impôts visant les plus riches et les grandes entreprises. Jean-Yves Le Gallou, je vous sens bouillant pour parler de Michel Barnier, qui est si courtois et qui a beaucoup de charme. Oui, je ne change Jusqu'à la fin de son mandat, je ne change pas mon opinion générale sur Michel Barnier. Je me permets quand même de critiquer la présentation de son budget, puisque la présentation de son budget, c'est 2/3 d'économie et 1/3 de fiscalité. Or, dans les 2/3, soi-disant, d'économie, il y a la moitié qui correspond à la suppression de la diminution des cotisations sociales dont bénéficiaient les entreprises pour les petits salaires, qui diminuait le budget de la sécurité sociale et qui était compensé par l'État. Donc, si on prend en compte ce correctif, c'est pas 1/3 d'impôts en moins, 2/3 de dépenses en moins, non. C'est 2/3 d'impôts en plus et 1/3 de dépenses en moins. Ça, c'est un premier correctif. Je serais tenté de dire technique. Eh bien, vous rejoignez techniquement le Haut Conseil. Il n'y a que des hauts conseils. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a jamais de petits conseils ou de sous-conseils. Il va y avoir des très hauts conseils. Il va y avoir des très hauts conseils. D'ailleurs, ça fait partie des mesures d'économie de Michel Barnier, qui a expliqué que le commissariat au plan et France Stratégie allaient fusionner en un seul super commissariat au plan. Ah oui. Bien sûr, toujours dirigé par Bayrou. Oui. Et donc, en fait, on n'économisera rien. Oui, alors ça, c'est sûrement parce que Bayrou n'a pas réussi à avoir le ministère de ses rêves et on a dû lui dire, t'inquiète pas, on va te bricoler un bidule, tu vas être content, tu auras un super commissariat au plan. Mais donc, le Haut Conseil des finances publiques a calculé, comme Jean-Yves Le Gallou, que le budget 2005... C'est peut-être moi qui ai calculé comme le Haut Conseil des finances publiques. Certainement pas. Faut quand même... En tout cas, si vous ne le saviez pas, vous êtes arrivé à la même conclusion. Non, je le tiens du Haut Conseil des finances publiques. Ah bon, d'accord. Je ne vais pas me parer des plumes du pan. Bon, et en tout cas, voilà, il souligne que le chiffrage du Premier ministre diffère du sien, et qui, alors ils sont très pudiques au Haut Conseil, ils disent que sur la base de modes de calcul différents, ils arrivent à un résultat, attendez, il faut que je trouve, résolument inverse. Oui. C'est quand même joli. C'est le tour de passe-passe que j'ai exposé. Oui, c'est ça. En fait, voilà. Oui. Mais j'ai aimé la formule. Et vous trouvez ça drôle? Alors, est-ce que quelqu'un a envie de réagir sur nos impôts? Parce qu'il y a aussi l'EDF et le gaz, en fait. Parce que Oui, mais parce qu'il y a aussi le fait qu'on présente comme des économies le fait que la courbe de la dépense s'accroît moins vite. C'est ça aussi qui est quand même un peu spécieux. C'est-à-dire,
on va économiser 60 milliards, ça veut dire on continue à augmenter en fait la masse des dépenses publiques, mais on augmente moins que prévu. Ce qui est quand même là aussi une espèce de tour de passe-passe sémantique assez saugrenu. Non seulement ils nous mentent sur la pression fiscale, puisque donc tout le monde l'a souligné assez vite. Il y en a qui ont un calcul un peu différent où ils expliquent qu'en fait, il n'y a pas 20 milliards d'impôts, mais 29,5 milliards. Donc ce ne serait pas un tiers, deux tiers, ce serait juste moitié-moitié. De toute façon, barnièrement, par quelques bouts qu'on le prenne. Et surtout, mais il est courtois quand même. Surtout, les dépenses, les économies ne sont pas des économies. C'est juste qu'il y a moins de dépenses que prévu. Ce qui est quand même absolument stupéfiant. Et par ailleurs, l'ensemble de la classe politique est en train de dire qu'il est absolument honteux qu'on essaie de moins dépenser. Et tous les lobbies sont en train de pondre note sur note et rapport sur rapport, par exemple, sur le nécessaire effort des collectivités locales pour assurer la transition énergétique. Elles ont besoin de 11 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Il y en a d'autres qui disent, France Stratégie, qu'on a besoin de 85 milliards d'euros pour réussir la transition énergétique d'ici 2030. Autrement dit, tout le monde est en train d'expliquer qu'il est hors de question qu'on économise un seul copec. Boucler mes fins de mois. Alors, Jean-Yves. Je crois que l'endroit où c'est le plus facile de trouver des économies, il y a des endroits, c'est difficile. Non, c'est même pas l'immigration. Les indemnités parlementaires, par exemple, c'est compliqué. Ou le budget de l'Élysée, qui a été augmenté d'ailleurs. Par contre, la transition énergétique, vous pouvez très bien trouver, mais d'un seul coup, d'un trait de plume, vous pouvez trouver 25 milliards. Sur les éoliennes, sur les aides aux collectivités, soi-disant pour moderniser leurs bâtiments, sur les aides aux particuliers, sur l'encouragement d'achat de voitures électriques. Tout ça... les particuliers, ils vont se faire bâtonner. Là, parce que je crois que la fiscalité des chaudières au gaz, notamment, maintenant, elles vont coûter avec une TVA à 20%. Au lieu d'une TVA à 5,5. Oui, mais dans le même temps, on donne aux particuliers des subventions pour les pompes à chaleur, des subventions pour faire du chauffage intelligent, qui sont des subventions généralement gaspillées, parce que derrière la subvention, il y a tous les requins qui arrivent, qui vous téléphonent en disant on va faire des économies. Tout ça, c'est supprimable, honnêtement, très facilement. Sur la transition énergétique, on pourrait récupérer maintenant 20 milliards d'euros. Mais évidemment... c'est pas bon pour la planète. Mais c'est un changement de paradigme aussi. C'est un changement de paradigme. Il faut totalement assumer. Je ne parle pas de l'immigration pour changer un petit peu. Et d'ailleurs, le 16 novembre, nous aurons au forum de Polémia Fabien Bouglet qui abordera ces questions-là. Bon, on y reviendra de toute façon sur ce forum. Xavier Vandelire, je crois que vous voulez intervenir. Oui, maintenant c'est presque passé, mais je voulais souligner que dans le projet tel qu'il existe, la dette va continuer à augmenter. C'est-à-dire que le coup de rabot qui va être donné ne règle absolument pas le problème de l'augmentation de la dette et de la charge de la dette qui va peser sur les générations futures. C'est-à-dire que c'est par ailleurs complètement sous-dimensionné par rapport à l'enjeu. On est en train de se battre sur quelque chose qui est de l'ordre du pinaillage, parce que si on prend un petit peu de hauteur, l'enjeu de cette affaire-là, c'est de faire en sorte que notre société totalement dysfonctionnelle par idéologie, ça j'en suis convaincu, notre société est dysfonctionnelle parce qu'elle s'accroche aux viennes nulles que sont le mondialisme, l'écologisme apocalyptique, et aussi l'immigration. Tout ça rend la société dysfonctionnelle. Pour masquer ces dysfonctionnements, on s'endette de façon absolument faramineuse. Et on s'endette, c'est-à-dire qu'on crée des impôts sur les générations futures, sur la tête des générations futures. On obère leur avenir de façon absolument scandaleuse. Et le plan tel qu'il a été présenté là ne résout pas le problème. Je pense qu'il aurait mieux valu faire quelque chose même de plus douloureux, mais en présentant un enjeu, parce que je pense que chacun a envie et serait disposé à faire de vrais efforts pour sauver l'avenir du pays et de nos enfants. Il fallait incarner les choses. Mais faire des petits efforts par-ci, par-là, sans résoudre le problème majeur, eh bien, c'est pas motivant. Et du coup, ça pousse à quoi ? À rester dans une espèce de société de défiance où chacun va regarder qui est bénéficiaire de la mesure, qui paye plus, qui paye moins. Enfin, c'est même un corrosif terrible pour la société. Oui, et en même temps, il faut comprendre les gens, les citoyens qui vont être encore mis à contribution d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, on voit que les économies ne sont pas faites là où il faudrait. En fait, oui, mais c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand vous parlez de pinaillage, oui,
mais on sent aussi qu'il y a une dimension idéologique dans ces prétendues économies qui consiste vraiment à raboter, à racler par-ci par-là, mais sans jamais s'attaquer aux vrais problèmes. Je pense encore une fois, l'immigration, pardon, c'est mon obsession, mais un économiste comme Charles Pratt, non, il est magistrat, je crois, je ne sais plus ce qu'il est. Il est magistrat. Oui. Et Jean-Paul Gourevitch, qu'on connaît bien à Radio Courtoisie, nous disent qu'il y a à peu près 50 milliards ou 54 milliards de dépenses liées à l'immigration chaque année. Ce sont quand même des dépenses gigantesques. À quoi on peut ajouter un bilan de la fraude qui est forcément sous-estimé, mais qui est estimé par la Caisse primaire d'assurance maladie à peu près 1,5 milliard de fraude supposée en 2023, et donc multiplication par 4 en 5 ans d'ailleurs au passage, et l'assurance chômage, effectivement aussi, que l'IFRAP estime à 10 milliards d'euros de fraude, notamment à cause de ce qu'on appelle les kits acédiques, qui sont objectivement, le plus souvent, pour rester poli, gérés par des groupes de criminalité liés à l'immigration. Donc, le budget... Patrick Hoffman. Le budget de l'AME, l'aide médicale d'État... 1,5 milliard, je crois. Oui, eh bien, il va augmenter et le bilan de la sécurité sociale va diminuer. À l'instant... Le remboursement de la sécurité sociale. Oui, pardon. Oui. Philippe signalait il y a 2 minutes que le budget de l'Élysée et celui de l'Assemblée nationale allaient augmenter. Moi, je me demande, je suis peut-être paranoïaque, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de narguer, d'insulter la population ordinaire ? D'autant qu'un ministre à qui on a posé la question a expliqué qu'il ne fallait pas faire le jeu des populistes en mettant en avant les augmentations de l'Élysée et de l'Assemblée nationale. Bon, on n'en parlera plus alors. Mais il y a quand même... vous avez raison, Pierre-Alexandre. D'ailleurs, vous avez toujours raison, Monsieur le Président. Et voilà. Et je ne dis pas du tout ça pour être flagorneur. C'est pas du tout mon genre. On sait bien. On est tous excellents ici. Bon, vous reviendrez quand même. Pierre-Alexandre un peu plus que les autres. Il y a quand même quelque chose qui est effectivement de l'ordre du structurel et dont on n'a pas encore parlé. Bien sûr, les dépenses sociales, mais la fraude fiscale, c'est pas uniquement la fraude aux allocations. C'est aussi une fraude beaucoup plus grande, et qui d'ailleurs n'est même pas une fraude. Il y a combien ? 350 niches fiscales en France qui ça, c'est l'évasion légale. Mais oui, mais voilà, mais c'est cette évasion. Parce qu'en fait, Bercy, d'un côté, Queen et racle, prétend racler de fond de ses poches, et surtout est en train de percer les nôtres à force d'y gratter, et organise, par l'ensemble des règlements qui sont en place, une évasion légale qui est en fait absolument stupéfiante. Et là aussi, on dirait, bah non, mais si jamais le pauvre riche, si on lui supprime sa niche fiscale, il va plus pouvoir défiscaliser. Oui, mais si on répartissait mieux l'impôt sur le revenu, déjà, on aurait, il y aurait une source de consentement à l'impôt, de démocratie, d'égalité, de fraternité, n'ayons pas peur des mots. Qui est Michel Barnier pour refuser la perche que je lui tends, aussi républicanement ointe. Il y a quand même en France une injustice fiscale absolument criante et qui est organisée par l'État. Alors, on peut toujours après, effectivement, regretter que l'AME coûte 1,5 milliard ou que la fraude sociale coûte 10 milliards. Si déjà on apprenait à tous les Français qui payent l'impôt sur le revenu, ce serait, je crois qu'il y a quoi ? C'est 15% des ménages français qui payent 70% d'impôt sur le revenu. Donc, voilà, donc faisons en sorte que l'intégralité des contribuables potentiels payent réellement un impôt sur le revenu. Et supprimons peu à peu les niches fiscales absolument aberrantes qui sont à chaque fois voulu par Bercy et instrumentalisé par les financiers. Attention quand même, quand vous supprimez des niches fiscales, vous diminuez ce que Bercy appelle les dépenses fiscales, mais de fait, vous augmentez les impôts. C'est une autre forme d'augmentation des impôts. Mais c'est un impôt plus juste. Là, en fait, oui. je trouve c'est un impôt, et surtout en le faisant, et effectivement, le corollaire de cette justice fiscale, c'est aussi la maîtrise des dépenses. Ce qui est absolument odieux, c'est les dépenses nuisibles, comme l'Institut Polémia a justement trouvé la formule, mais c'est aussi la gabegie. Ah oui, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, par rapport à ce que vous indiquez sur les dépenses de l'Élysée, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, je dois dire que moi, ça m'éberlue que dans le contexte actuel, il continue d'augmenter. Oui. Mais ce n'est pas ce que j'appelle des dépenses nuisibles, c'est des dépenses inutiles ou superfétatoires, mais en soi, ce n'est pas nuisible. Par contre, c'est indécent.
Parce que quand on demande des efforts, demande des efforts aux autres, la première chose, c'est d'en faire. Ah bah oui, voilà. C'est comme notre... Et honnêtement, je ne vois pas comment les parlementaires vont pouvoir voter leurs propres augmentations. Ah oui, mais ils le feront très vous savez, l'Élysée vient de s'augmenter son budget de 3 millions d'euros. L'Élysée, c'est l'Élysée. Les parlementaires, c'est leur vote. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Charles-Henri Deloy et ensuite Xavier Van Lierde qui voulait intervenir. Oui, en matière... Vous m'entendez là? Oui. Oui, en matière d'économie, déjà, on pourrait revoir l'aide aux pays en voie de développement. Je dis toujours que c'est une façon de prendre aux pauvres des pays riches pour donner aux riches des pays pauvres. Ça représente quand même plus de 2 milliards, rien que pour la France, parce que l'Europe donne globalement. Et là où, sur l'impôt sur le revenu, là, je suis plus mesuré parce que c'est effectivement les classes moyennes supérieures qui sont le plus imposées dans le monde. C'est en France qu'on est le plus imposé. Donc, si on en rajoute en supprimant les niches fiscales, je trouve que non, c'est pas la chose qu'il faut faire. En revanche, effectivement, je pense qu'on pourrait fabriquer 3 ou 4 tranches d'impôts sur le revenu supplémentaire, de façon à ce que, effectivement, même ceux qui ont des revenus très modestes le payent, ne serait-ce que symboliquement, ne serait-ce que 50 € par an, et qu'on fasse à la rigueur une super tranche pour des revenus très, 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 très hauts, mais qu'on arrête de matraquer les classes moyennes, parce que c'est pas possible. En France, vous avez pas, comment dirais-je, vous avez... Quand vous gagnez 4 000 ou 5 000 € par mois, ça, vous faites partie d'une élite, mais enfin, c'est pas ce qu'on appelle des très hauts revenus qui vous permettent d'échapper à l'impôt par des niches fiscales ou des paradis fiscaux, etc. On prend toujours l'exemple des paradis fiscaux, mais moi je dis toujours, s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a un enfer fiscal qui est la France, et que j'allais presque dire que le paradis fiscal, c'est presque une légitime défense pour le millionnaire français qui peut plus garder son argent, et je vois pas ce que ça a de mal que d'avoir de l'argent et de vouloir le transmettre à sa descendance. Donc, il faut arrêter avec l'impôt sur le revenu, soi-disant, qui favorise les uns et défavoriserait les autres. Et quant à l'impôt le plus juste, pour moi, c'est plutôt la TVA, parce qu'il n'est appliqué que sur ce qu'on consomme, et que ça ne me dérangerait pas de payer 0,5% de plus de TVA, et qu'on me fiche la paix sur les maigres revenus que j'obtiens par mon travail. Ben oui. Vous avez raison. Non, mais c'est les maigres revenus qui font... la complainte de Charles-Henri. Oui, j'estime que c'est des maigres revenus par rapport à ce que je vois dans les autres pays ça, aussi développés que la France. Xavier Van Lierde. Oui, je trouve ça très intéressant de voir comment on pourrait modifier les impôts, l'assiette fiscale, savoir qui contribue, à quelle hauteur, mais néanmoins, en fait, ça nous laisse dans la même logique, c'est-à-dire toujours trouver plus pour combler des déficits. En réalité, on est déjà complètement écrabouillé sous la pression fiscale, et donc le véritable chantier, c'est celui des économies. Je pense que se laisser enfermer dans l'idée de lui il est favorisé par rapport à moi, etc., c'est créer des conflits horizontaux, alors qu'il devrait y avoir quelque chose comme une insurrection de l'ensemble de la population contre la spoliation dont elle est l'objet de la part d'un État absolument inefficace et, comme le disait Jean-Yves, nuisible de surcroît. Moi, ce que je sens monter avec un certain plaisir et une certaine impatience, c'est un moment un peu poujadiste. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous ressentez la même chose autour de vous, parmi les gens qui travaillent et qui ont absolument ras-le-bol d'être spoliés de leurs biens et des fruits de leur travail. Il y a une exaspération qui monte et qui devrait exploser. Enfin, J'en viens à redevenir nostalgique des premiers gilets jaunes. Je ne parle pas des gilets jaunes de la fin, mais des premiers, ceux à qui on avait imposé une nouvelle taxe sur le diesel, et qui ont dit maintenant stop, et qui ont failli quand même aller chercher Macron jusqu'à l'Élysée.
on pouvait voir ça comme une période de trouble et quelque chose de pénible, mais en réalité, rétrospectivement, s'il l'avait mis par terre, eh bien, en fait, il aurait mis par terre une bande d'escrocs, de menteurs qui ont maquillé les comptes quand même, parce qu'il faut aussi reparler de cet aspect-là. C'est-à-dire que ces gens ont menti pendant probablement 7 ans, en maquillant les comptes, en trompant sur la situation réelle du pays, avec un nombre de complicités, je dois dire, absolument effarantes, parce que je vois maintenant régulièrement sur BFM des gens qui expliquent que c'était des tocards, que c'est complètement invraisemblable. En réalité, tout le monde savait peu ou prou que la situation était dramatique, et tous ces gens les ont couverts. Ceux-là même qui les ont couverts viennent maintenant expliquer qu'ils sont très surpris c'est inouï. En réalité, mon brave gilet jaune, carreleur, artisan, jardinier paysagiste, lui avait une bonne intuition. Et l'intuition, c'était que, il fait partie des gens qui font tourner le pays, que lui est quelqu'un qui sait gérer son budget, alors qu'à la tête de l'État, ils en sont absolument incapables. Voilà, moi j'aimerais bien quelque chose qui soit de l'ordre de l'insurrection poujadiste de la France qui bosse contre ces incapables. Oui, et surtout, il y a l'usage. À la limite, qu'on nous prenne nos sous, bon, je proteste, mais passe encore. En fait, c'est l'usage qui est fait de notre argent. C'est-à-dire que mon argent aille financer des gens sous OQTF, SOS Racisme, et j'en passe, et d'autres, ça, c'est réellement insupportable. En fait, il y a surtout une révolte contre le mauvais usage de l'argent public. Parce que si l'argent public était utilisé de manière vertueuse, à la limite, on pourrait adhérer à l'impôt. C'est le mauvais usage qui est fait l'usage hallucinant. Jean, il faudra que vous vouliez intervenir, ou Philippe ? Non, c'est ce que j'avais dit, effectivement. C'est surtout la gabegie qui est absolument ahurissante. C'est-à-dire, le consentement à l'impôt est faible parce qu'à côté de ça, il n'y a pas de médecin. À côté de ça, le système éducatif est une catastrophe absolue. À côté de ça, la sécurité n'est plus assurée. Donc, l'État qui prétend justifier l'impôt par le service qu'il rend est incapable de justifier du service qu'il rend. Et d'ailleurs, c'est fascinant puisque tout le discours de tous les ministres de l'Intérieur qui succèdent est là pour nous expliquer à chaque fois que l'ordre est maintenu, alors que les statistiques que le même ministère produit est là pour prouver que non. Et d'une manière générale, la France entière s'enfonce en permanence à la fois dans la dette et dans l'absence de services on ne peut même pas parler de déserts médicaux. En fait, la France est désormais une espèce d'immense désert des services publics avec quelques maigres oasis métropolitaines dans lesquelles il y a encore quelque chose. Et encore pour combien de temps ? Oui. Jean-Yves Le Gallou. Dans le moment poujadiste ou populiste dont vous avez parlé pas des Gilets jaunes, il ne faut pas oublier la dernière révolte fiscale, en fait, c'est celle des bonnets rouges, pas celle du XVIIIe siècle, celle récente des Bretons, contre l'imposition de péage sur leurs routes, alors qu'il n'y a pas de péage sur les routes bretonnes depuis l'accord entre Anne de Bretagne et le roi de France. Bon, donc depuis 5 siècles. Donc il y a eu une révolte. Pas de ton-lieu. Une révolte fiscale réussie avec l'affaire des bonnets rouges. Donc il n'y a pas tout à fait lieu de désespérer dans les économies possibles aussi. Ou pour prolonger ce qui a été dit sur l'échec des services publics. L'éducation nationale, c'est formidable. Les résultats en termes de connaissances, en termes de transmission, s'effondrent, y compris par rapport à d'autres pays où ça s'effondre. Donc, premier échec. Deuxième échec, les professeurs sont mal payés. Et troisième échec, ils se font décapiter de temps en temps, mais ils sont mal payés. Et troisième échec, ça coûte plus cher par élève qu'en Angleterre ou en Allemagne. Donc on a un système qui est un échec absolu. Parfait. Et la seule solution, je vais vous dire aujourd'hui, la seule solution de s'en sortir pour l'éducation nationale, c'est la privatisation. Avec le chèque scolaire et des établissements privés ou semi-publics locaux qui récupèrent l'argent et qui montent des entreprises. D'ailleurs, aujourd'hui, l'école privée, l'enfant scolarisé dans l'école privée coûte moins cher que l'enfant scolarisé à l'école publique, indépendamment même de l'argent que peuvent mettre les familles pour y contribuer. Donc on a un système qui est en échec complet, mais qui est un système républicain et contrôlé par les syndicats. Tiens, sur les syndicats. Je fais un coq à l'âne, puis j'arrête. Parce que on n'arrête plus. On n'arrête plus. On a un procès qui va durer 3 mois sur les 3 millions
d'indemnités parlementaires européennes qui auraient été utilisées par le Rassemblement national pour permettre à leurs collaborateurs de faire plutôt de la politique locale, ou autant de la politique locale, ou de la politique partisane, que de la politique au Parlement européen. 3 millions d'euros, procès de 3 mois. L'ensemble des subventions aux syndicats, c'est 4 milliards. 4 000 milliards. 4 milliards, pas 4 000 milliards. 4 milliards. 4 milliards. Vous pensez que ces 4 milliards sont exclusivement consacrés à la défense de l'employé, de l'ouvrier, dans son entreprise ou dans sa branche? Évidemment non. La majorité de ces 4 milliards, ils servent à faire de la politique. Et ces 4 milliards sont dépensés sans aucune transparence, avec comme conséquence que les syndicats ne cherchent pas. Vous cherchez tous les jours à Radio Courtoisie à demander à vos adhérents ou à vos auditeurs de vous subventionner, de cotiser en quelque sorte. Les syndicats, ils ne se fatiguent pas à ça. Ils ont la manne publique qui descend. C'est vrai. Et une manne publique qui descend avec des règles absolument fabuleuses, parce que normalement, on est censé recevoir une subvention en fonction d'un nombre d'adhérents. Subvention est un joli lapsus pour parler des syndicalistes. En fonction d'un nombre d'adhérents. Et ce nombre d'adhérents, on le prouve en expliquant qu'il y a un tel et un tel qui ont adhéré. Et donc quand on adhère, on cotise. Mais par exemple, si vous versez 8 mois de cotisation sur 12, vous êtes quand même compté comme un adhérent à temps plein. Et donc, en fait, même le nombre d'adhérents sur lequel est basée l'attribution des subventions est en fait lui-même un chiffre fictif. Donc non seulement ça coûte un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel, qui est quand même un peu notre maître en matière de dépenses. En matière de pognon de dingue, il est qualifié. Mais en plus, c'est faux. Et c'est fascinant que vous preniez ça, parce qu'on pourrait ainsi prendre, d'une manière générale, l'intégralité des statistiques publiques et se rend compte à chaque fois que l'assiette, non seulement l'assiette fiscale, mais toutes les assiettes sont en fait fausses. Toutes les assiettes sont en fait des images numériques du réel qui sont distordues. Exactement, d'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, les retraites versées à ceux qui sont repartis au bled et qui, en fait, ils sont enterrés et qui continuent de les percevoir. Oui. Voilà. C'est le phénomène étrange des multicentenaires en Algérie. Voilà. Et rappelons, c'est une réussite du régime algérien. C'est vrai. Ah bah oui, l'espérance de vie est quand même solide. Et rappelons que l'État français, ayant été mis au courant de la fraude, a décidé de ne rien faire. Ah bah évidemment, oui. Sinon ce serait... Raciste. Voilà. Allez, on va donner la parole aux auditeurs, parce que les piles de messages s'accumulent. Une auditrice demande à quelle heure aura lieu la messe. À 11h, le 9 novembre. Dans quelle librairie peut-on se procurer à Paris la revue Libre Arbitre? À mon avis, à la nouvelle librairie. Dans plusieurs... La nouvelle librairie fermée. Vincent, peut-être. Il y avait une librairie, c'est vrai. Vincent Duquesne. Oui. Vincent Duquesne. Tu sais, sur Internet, si on gratte un peu. Oui, sur Internet. Connaît-on la date de réouverture de la nouvelle librairie rue de Médicis? Non. Elle ne se rouvrira pas rue de Médicis, ça c'est sûr, et pour le moment, il n'y a pas de date de réouverture. D'accord. La radio a-t-elle le projet d'ouvrir une fréquence à Orléans? Ville unique. Alors, pour tout vous dire, en fait, nous avons tenté d'ouvrir des fréquences un peu partout, mais le CSA, devenu Arcom, a systématiquement refusé toutes nos demandes. Et pour être honnête, nous avons fini par arrêter, parce que chaque dossier coûte 1 000 €, donc c'est quand même une somme. Et donc, nous misons beaucoup sur le développement de notre audience, là où nous avons déjà la bande FM, mais surtout sur le développement par Internet, parce que aujourd'hui, quand même, la plupart des gens... ont Internet et peuvent nous écouter par ce Je reviens en 3 mots sur la façon de se procurer la revue Libre Arbitre. J'ai cité tout à l'heure le site librearbitre en un seul mot.com. Mais livre arbitre. Livre arbitre. Livre arbitre. Oui. Ah, il y a un jeu de mots. Un autre signe, dit cet auditeur, que l'économie et la monnaie vont mal. De 2017 à 2024, le prix du kilo d'or est passé de 33 000 € à 69 000 €. Bah oui, c'est la confiance, c'est dans l'or qui reste une valeur sûre. Ouais, exactement. Ça, c'est vrai que c'est un chiffre très important. À propos de la dette sociale, dit cet auditeur, il est inadmissible que les cotisations pour l'assurance maladie servent à payer les dépenses causées par des accidents
Privé, normalement, ces cotisations ne devraient payer que des dépenses de maladie. Les accidents privés domestiques, après attentats, etc., devraient être pris en charge par les assurances privées. Oui. Un auditeur, ne faudrait-il pas contrôler les marchés publics dans les mairies où se pratiquait du clientélisme, des prises illégales d'intérêt et conflits d'intérêts avec les entreprises du bâtiment, sous couvert de grands cabinets d'avocats spécialisés dans ce domaine? Juste un point sur les marchés publics. Depuis 40 ans, on a passé son temps à rendre les marchés publics plus vertueux, c'est-à-dire en pratique plus compliqués. Et plus un marché public est compliqué, plus le nombre d'acteurs qui peuvent déposer une candidature pour les marchés est limité. Donc chaque loi de vertu sur les marchés publics a permis d'agir, a permis aux plus gros d'en profiter. Tout ce système est exposé déjà dans Topaz, la pièce de Pagnol, dans les années 20. Ah oui. Ah bah écoutez, un conseil de lecture. D'en profiter et de développer des cabinets de conseil juridique qui sont infiniment supérieurs à tous ceux que la puissance publique est capable de mettre en face. Oui, absolument. Exactement. Même des gens d'un groupe de construction m'ont expliqué qu'une partie, la rentabilité des contrats publics qu'ils obtenaient ne venait pas du tout du prix qu'ils avaient mis au moment où ils rendaient leur offre, mais du fait qu'en rendant leur offre, ils avaient fait l'analyse juridique de tout ce qu'ils pourraient demander en plus qui n'était pas prévu dans le cahier des charges. Ouais. Et qui, dans le bordereau unique de prix qui est associé au cahier des charges, permettait de facturer tout ce qu'ils savaient qu'il allait arriver parce que techniquement, ils avaient analysé le dossier et que juridiquement, une fois que le marché était passé, il était impossible pour l'État de ne pas payer les sommes supplémentaires. Voilà. Absolument, donc, et vous avez tout fait raison. Merveille de la puissance publique et de sa préscience. Les cabinets juridiques sur les marchés publics ont littéralement explosé, et ça a un coût. C'est ça. Exactement. Allez, la suite. Un auditeur, pendant la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, les gaziers tels que Total et Engie ont fait des bénéfices énormes, alors qu'EDF, lui, a perdu beaucoup d'argent, et à la fin, on taxe EDF. Où est la logique? Surtout que EDF est largement endetté. La pauvre Ukraine continue à encaisser sur le gaz russe, qui passe toujours par chez elle. Comme et quoi, elle encaisse. Justice. Allez. À raison de 50 milliards d'économies supposées par an, combien de temps faudra-t-il pour résorber uniquement les quelques 1000 milliards et des poussières que M. Macron a gaspillés depuis avec ses symphonies financières? 30 ans. Par ailleurs, il est question... Il n'y a pas que Macron d'ailleurs. Par ailleurs, il est question de supertaxer ceux qui gagnent plus de 40 000 euros par mois, mais qui a un revenu imposable de s'étendre en France. Les footeux, les chantouilleurs rappeurs, même les plus attardés, sont des petits salariés de leur propre société de spectacle domiciliée en Irlande, dans un trust au Luxembourg ou à Chypre. À ce tarif, on sait innover ou au moins trouver un bon conseiller. Nous, le maire et compagnie. Allez, encore un ou deux. Quand on place ses parents en EHPAD, on nous facture 3 000 euros par mois au bas mot et la famille est mise à contribution. Pourquoi ne pas facturer les places de prison aux familles des détenus? Ah, ça, c'est une idée, tiens. Non, mais c'est vrai. Oui. Et puis les balles au fusil. Mais exactement. Ça, c'est la méthode chinoise. Voilà, c'est... Allez, j'en profite. Et avec des balles rouillées aussi, tant que vous y êtes. C'est moitié prix, les balles rouillées. Le procureur de Grenoble a mis en place des choses comme la suppression des allocations familiales des familles des condamnés. Donc, autrement dit, il y a quand même des... C'est le maire de Grenoble qui doit être content. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense le maire, mais le procureur est tout à fait intéressant. Donc, là, quand l'État veut, et l'État a déjà les moyens, sans faire passer de loi nouvelle, en fait, de redonner une justice dans la dépense. Bien sûr. Charles-Henri, je crois que vous voulez intervenir. Oui, juste pour revenir sur les économies et par rapport au message de la dame qui parlait d'économies dans les collectivités locales, il faut savoir que à cause des normes écolo, machin truc, ça fait un surcoût entre 15 et 20% en moyenne d'un équipement. Un exemple, par exemple, une ville veut construire un gymnase. À cause des normes purement légales, qui ne sont pas des normes techniques, sismiques ou tout ce que vous voulez. Non, ce sont des normes idéologiques pour soi-disant
isoler je sais pas quoi, ou des normes de sécurité superflues, je sais pas quoi. Bref, ça augmente de 15 à 20% le coût d'un équipement. Multiplié par le nombre d'équipements, multiplié par le nombre de communes, vous imaginez déjà le coût que ça fait. Et effectivement, avec des cabinets d'études qui font une étude pour vous dire que la brique, je sais pas, référence F418 est meilleure que la brique référence J14. Et effectivement, pour ça, vous payez encore un surcoût, alors que finalement, nos anciens, ils étaient capables de faire du développement durable, comme on dit. La preuve, c'est qu'on a des monuments qui ont Avec duré du plus de 1000 ans. oui. Voilà. Philippe, ensuite Jean-Yves. Oui, France Stratégie vient de sortir une étude absolument fascinante où France Stratégie explique que la plupart des dispositifs liés à la transition écologique ne sont pas rentables sans subvention de l'État. C'est-à-dire, normalement, on vous dit, si vous changez de chaudière, si vous améliorez l'isolation, etc., vous pourrez, vous ferez des économies. En fait, donc France Stratégie, donc organisme d'État, explique que les 2/3 de ces dépenses, en fait, ne sont pas rentabilisés, et donc ce sont des investissements qui sont faits sans que la personne puisse en tirer le moindre profit, si l'État n'abondait pas régulièrement. Ça. Alors pour les communes, elles sont rentabilisées. Elles sont rentabilisées par la propagande. Parce que si vous regardez, vous prenez n'importe quelle commune, de n'importe quelle couleur politique, et vous regardez le journal municipal. Tout est verdi. On vous explique qu'on va faire le nouveau gymnase, comment on appelle ça, haute qualité environnementale, HQE. Tout sert en propagande. HQE, absolument. Et donc, tout ça ruine le contribuable. Tout ça, effectivement, n'est pas rentable en termes même d'économie d'énergie. De coût d'usage, en fait. De coût d'usage, mais c'est rentable en termes de propagande. Ah bah c'est oui, mais attention, c'est la propagande. Comment dirais-je, on capitalise sur des obligations légales. Oui. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le faire. C'est pas pour faire plaisir, c'est parce que la loi vous l'oblige. Alors autant l'intégrer et autant dire, soi-disant, c'est pour notre bien. Oui, c'est une forme de mais ça confirme que dans les gisements d'économie les plus faciles et les plus rapides à trouver, il y a la soi-disant transition énergétique. Oui, alors ça, on y revient, effectivement. Je rappelle qu'une commune ne peut pas être en déficit et que l'État l'interdit alors que lui-même se le permet. Bon, oui, mais la commune peut avoir de la dette, puisque la ville de Paris, elle a 10 milliards de dettes. Oui, d'accord, mais c'est par rapport à l'investissement, pas par rapport au fonctionnement. Allez, il ne nous reste pas longtemps pour parler des Noirs et des Arabes. J'ai l'impression que la transition... Non, là, je demande la maîtrise de l'antenne. C'est pour en dire du bien. Non, je demande la maîtrise de l'antenne. C'est pour en dire du bien. C'est pas de ma faute s'ils sont ainsi. Moi, je suis blanc. C'est pas une tare non plus. Eux non plus. Je les félicite pour ce qu'ils sont. Et bravo à eux. Et bonne continuation, comme on dit. Ah oui, il y a plein de diversité dans le studio. Alors, je voulais, avant de passer à ce sujet important, dire aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent venir à Rome du 11 au 14 décembre 2024, donc pour 4 jours et 3 nuits, avec moi, mais aussi avec Sophie Mageran. Non, on ne sera pas tout seul. Sophie Mageran, conférencière donc chez Odega, et Monsieur l'abbé Raffray, qui est un excellent abbé, qui vit à Rome une partie de l'année, qui connaît cette ville de manière approfondie. Donc du 11 au 14 décembre, si vous souhaitez venir avec moi, parce qu'il n'y a pas le choix, avec Sophie Mageran et avec l'abbé Raffray, eh bien, vous pouvez téléphoner à Radio Courtoisie, on vous donnera les références du voyage. Vous pouvez aussi écrire à odeia.fr et vous aurez donc toutes les informations pratiques pour ce voyage à Rome, donc du 11 au 14 décembre 2024. Alors, sur cette note promotionnelle, on passe maintenant à l'école. Il ne reste pas longtemps, il va falloir dire vite ce qu'on en pense. Donc des décapitations, des menaces des morts, des gifles et 100 000 altercations ou agressions par an relevées par le ministère de l'Éducation. L'islam est-il compatible avec l'école ? Donc ce matin, vous l'avez peut-être suivi, il y avait une cérémonie d'hommage, hier, une cérémonie d'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, donc deux professeurs qui ont été sauvagement assassinés par des musulmans radicalisés. Et ce lundi, une minute de silence a été plus ou moins respectée dans tous les lycées de France. Pardon ?
Proposé. Ah bien, proposé. A été proposé à tous les lycées de France. Certains ont dit oui, d'autres n'ont pas dit oui. En même temps, comme dirait l'autre, on a un proviseur donc, au lycée Maurice Ravel à Paris, qui s'appelle Philippe Le Guillou, qui a dû prendre sa retraite anticipée parce que de jeunes élèves un peu agités avaient menacé de le brûler vif, authentique, parce qu'il avait refusé qu'une jeune femme vienne à l'école en burqa. Et on a assisté la semaine dernière à Tourcoing à l'agression d'une enseignante, professeure de lycée également, parce qu'elle avait dit à une fille d'enlever son abaya, donc son gros voile. Son foulard. Son foulard, c'est pas la... Ah oui, non, son abaya, c'était longtemps avant. C'était avant, effectivement. Et la jeune fille a tapé sa prof parce que précisément, l'an passé, elle avait déjà enlevé son abaya et elle estimait que ça commençait à bien faire. Voilà. Et notamment, elle expliquait qu'elle ne pouvait pas mettre son foulard à la sortie de l'école parce que à la sortie de l'école, il y avait des garçons et que les garçons risquaient de voir ses cheveux. Et donc, elle le faisait au sein de l'établissement. Voilà. Alors, voilà, face à ces attaques, Anne Genté, donc, qui est notre ministre de l'Éducation nationale, a annoncé, je vous le dis, un renforcement de la formation des élèves aux valeurs de la République. Oui. Voilà. Et sur le cas particulier que je viens d'évoquer, elle a vivement répliqué en disant que frapper un professeur, c'était frapper... La République. Exactement. Alors, décapiter un prof, est-ce que c'est décapiter la République? Elle n'a pas répondu. Voilà. Elle prend cher la République en ce moment. Quand même. La pauvre. Donc, je ne sais pas ce que vous inspire ces propos. Est-ce que... Moi, je ne dirais pas que l'islam n'est pas compatible. En fait, ce qui est incompatible avec l'école républicaine, telle qu'elle est, c'est deux choses. D'une part, des enseignants qui ont décidé, à force de pédagogisme, d'abandonner la posture de l'autorité en permanence sur quelques sujets que ce soit, qu'il s'agisse d'éducation morale, d'éducation civique, de mathématiques, de français, de latin, de chimie ou d'histoire. Voilà, donc, et en face d'une absence totale d'autorité, évidemment, les enfants prennent le pouvoir. Et surtout quand ces professeurs savent que systématiquement, l'académie ne soutiendra jamais le professeur contre l'élève. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a la manière dont l'État français a fait en sorte, et on en parlait avec SOS Racisme au début de l'émission, de systématiquement justifier n'importe quelle revendication communautariste, au lieu d'expliquer justement qu'il y avait un modèle républicain au pire, français au mieux, et que l'éducation nationale était censée donner à ceux qui viennent à l'intérieur de ces murs un savoir précis et un habitus précis, une connaissance de ce qu'est la France, autrement dit son histoire, sa littérature, sa géographie, et une connaissance de ce qu'est être français, autrement dit une manière de se comporter. Voilà. Avec ça, si on fait en sorte de réformer l'école, il n'y a pas plus de problème avec l'islam qu'avec l'hindouisme, le judaïsme ou l'animisme. Ou les sikhs qui se baladent avec les couteaux. Mais oui, mais ça, je pense qu'il y a forcément plus de problèmes avec l'islam qu'avec les hindouistes ou avec les bouddhistes. Parce que l'islam, dans toute son histoire, c'est une religion conquérante, alors que le bouddhisme, c'est quand même quelque chose d'un peu plus zen et d'un peu plus tranquille. Donc je crois qu'on peut pas même s'il y a des moines un peu musclés en Birmanie, je crois qu'on ne veut pas mettre l'islam sur le même plan que les bouddhistes ou les hindouistes, parce que c'est pas la même histoire, c'est pas la même culture. Mais bon. Il nous reste très peu de temps, 3 minutes. Xavier Van Lierde, en une ou deux. Je pense qu'il faut être empirique, pas rentrer dans des grands débats pour savoir si in abstracto l'islam pourrait éventuellement être compatible avec la France, la République, etc. Mais simplement faire le constat que l'islam d'aujourd'hui, dans la séquence historique qui est la nôtre, n'est absolument pas compatible parce que précisément, il est dans une phase non seulement de raidissement, et je pense que l'islam est en crise, objectivement, c'est-à-dire qu'eux aussi ont subi un choc de modernité et se raidissent épouvantablement. Et deuxièmement, ils sont mus par du ressentiment. Les populations musulmanes sont quand même mues par un fort ressentiment, un désir de revanche extrêmement fort, et que donc l'islam n'est pas qu'une religion, c'est aussi un vecteur, d'une civilisation et un marqueur identitaire qui permet à ces gens-là de se montrer, de prendre possession de l'espace public. Et donc il faut y mettre un terme, mais on n'y mettra pas un terme par le débat d'idées, parce qu'en réalité, le lien entre ces populations
Et cette idéologie est tellement forte que la seule façon de s'en protéger, c'est de reprendre l'ascendant démographique et de rétablir un équilibre où, bien évidemment, dans les classes et dans la population en général, ils se retrouvent tellement minoritaires que le désir de conquête relèverait du fantasme absurde. On n'en est pas là. Bon courage. Effectivement, pardon. Alors oui, d'autant qu'on a 65% des jeunes musulmans qui placent la charia au-dessus de la République. Alors effectivement, il y a peut-être autre chose, au-delà de les remplacer démographiquement, c'est peut-être leur donner envie de partir. Alors, pardon. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, mais en fait, les équilibres démographiques, c'est pas que faire des enfants. Oui. C'est rétablir les équilibres démographiques en inversant les flux migratoires. Voilà, et en leur donnant, en obtenant ce qu'on appelle l'effet de déplacement, c'est-à-dire faire en sorte que notre pays soit tellement désagréable pour eux, qu'ils finissent par se dire que finalement ils vont pas rester, et on leur souhaite bonne route. Voilà, sur ces forts propos, il nous reste moins d'une minute, donc je tiens à remercier Françoise qui est venue malgré sa douleur, avec le petit chien, Philippe Ménard, Patrick Goffman, Xavier Van Liert, Charles-Henri Deslois, Jean-Yves Le Gallou et Virginie Omanette. Merci beaucoup, je vous laisse avec Thierry Lenz dans moins de 2 minutes. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir. Bonsoir.